tous, donc je m'appelle Jean-Marc Barky, effectivement, j'ai créé, cofondé Siloc il y a 25 ans. L'aventure a démarré en 93. Merci. L'aventure a démarré en 93. À l'époque, il y avait en gros 35 fabricants de colle en France, quelques gros acteurs qui sont toujours présents, et aujourd'hui, on a, avec tristesse, je dois dire, reconnaître que nous sommes le dernier fabricant français indépendant, généraliste, qui fabrique des colles sans solvant, et on est le seul également à avoir depuis le départ pris l'initiative de nous engager dans les produits non toxiques et dans le développement durable. Alors quand on parle de développement durable aujourd'hui, ben, ça fait quelque chose de... c'est un nom commun. Remettez-vous dans la perspective en 93, une entreprise industrielle qui se crée et qui décide d'aller dans l'éco-conception, c'est des cochons dans l'espace. Donc on a beaucoup rigolé, ça a fait marrer plein de gens. Nous, on a quand même continué à tracer cette route, avec des hauts et avec des bas. On a, comme disent les Anglais, keep going. Donc on a vraiment maintenu ce cap. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Finalement, 25 ans après, beaucoup de mes petits camarades ont disparu. Et finalement, Siloc est toujours debout. Alors, la question qui va se poser derrière tout ça, pour une entreprise de à peu près 25 personnes, qui fait en gros 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fabrique des colles base aqueuses et colles thermofusibles, qui a un laboratoire qui représente 20% de son personnel en R&D, 10% d'investissement de son chiffre d'affaires en recherche et développement, c'est évident que ce type d'engagement ne peut tenir que si le marché accompagne cette démarche et a une démarche vertueuse. Donc je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, je dis juste que dans un monde qui va à la vitesse du TGV, c'est sûr qu'il faut essayer aussi de temps en temps de se faire violence, ce que nous avons fait, et d'essayer parfois de couper des virages, et d'essayer d'aller là où tout le monde ne va pas. Et en l'occurrence, j'ai grandi avec certaines valeurs, et la première, c'est toujours prendre le train dans le sens inverse des autres. Hein, si on est suiveur, c'est pas comme ça qu'on peut se démarquer, et une entreprise de notre taille ne peut avancer que si elle va dans cette direction-là. Alors, je vais faire jouer ce truc. Tac. Donc, je l'ai dit, hein, c'est une entreprise qui est engagée depuis l'origine. L'autre particularité de Siloc, c'est qu'on a fait le choix, depuis le premier jour, de faire la collection des certifications. Alors, non pas pour s'accrocher des médailles à la boutonnière, ni sur nos vestes, mais parce que c'est une démarche de perfection. C'est-à-dire que le principe, au même titre que quand vous faites du sport de haut niveau, même si je l'ai fait au niveau amateur, c'était mon cas, vous n'arrêtez pas de vous entraîner. Et pour vous entraîner, vous répétez des gestes en permanence, et c'est la répétition qui fait que vous devenez bon, parce que, au même titre qu'un Federer ou qu'un joueur de football a des automatismes, l'entreprise industrielle, elle doit avoir ces automatismes, et les certifications contribuent et aident à ce genre de choses. Donc on a commencé par ISO 9000, comme tout le monde, mais là où on est un peu différent, c'est que quand on s'est jeté sur ISO 14000, il n'y avait pas une entreprise européenne, je précise, une seule entreprise européenne dans notre secteur de marché qui s'était lancée là-dedans en disant le 14000, on s'en fout. Nous, on l'a fait. Après, on a fait l'ISO 18000 pour les États-Unis, puisqu'on exportait un peu là-bas. Et puis ensuite, on s'est lancé dans la RSE avec, là aussi, on a été la première entreprise chez Veritas, toute entreprise confondue, a décidé d'aller sur un contrôle de notre responsabilité sociétale. Donc ce n'est pas une certification, c'est une évaluation qui s'appelait CAP 26000, et cette évaluation nous a là aussi permis de progresser. Elle a mis en lumière un certain nombre de sujets que nous n'avions pas perçus et qui nous ont permis de faire des progrès, que ce soit en productivité, que ce soit sur la démarche vis-à-vis de nos clients, sur l'écoute, sur l'effet miroir, tous ces éléments-là qui nous ont permis, là encore, d'avancer. Alors, les secteurs dans lesquels nous sommes, au risque de passer pour un magasin de bricolage où on trouve tout et n'importe quoi, il faut savoir que dans le marché des colles industrielles, qui représente, juste pour vous donner une petite idée, 15 milliards d'euros en Europe, toutes colles confondues, dont ça concerne les adhésifs, ça concerne les colles de bâtiment, ça concerne le papier et le carton, ça concerne le plastique, l'automotive, etc. Donc on a en gros 350 clients actifs,
Et nous sommes dans 18 segments de marché différents. Et là, vous allez dire, comment ils font ces gens pour aller dans 18 segments de marché? Ben, c'est simple, on répond à des demandes, on essaye de répondre à quelque chose qui n'existe pas, ou qui permet à nos clients de progresser. Et ça, c'est un mot qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, notre démarche, elle est d'apporter des solutions, et ces solutions, on les apporte, et je reviendrai sur l'éco-conception après, en s'intéressant à la manière dont nos clients travaillent. Et qu'est-ce que l'on peut leur apporter, qu'est-ce que la colle peut leur apporter pour améliorer leur productivité ou se positionner mieux sur un marché. Et cette démarche-là, elle n'est pas courante. Donc forcément, on dénote un peu par rapport au marché, mais quand on a des clients qui sont à notre écoute, eh ben, on a des clients depuis 25 ans. Les premiers clients de Siloc sont toujours clients Siloc aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est champion, c'est parce qu'on leur a apporté quelque chose qui fait qu'à chaque fois qu'ils ont un souci, ils décrochent leur téléphone, ils savent qu'ils peuvent nous joindre et qu'ils savent qu'on peut leur répondre. Et ça, c'est un vrai plus chez nous. Alors effectivement, on peut le faire parce que la société n'est pas très importante en termes de taille, et que du coup, on est un peu comme un hobbycat par rapport à un paquebot. On peut réagir extrêmement vite, et puis décider d'aller ou ne pas dans une direction. Et ça nous arrive de dire à un de nos clients, écoutez, aujourd'hui on n'est pas prêt, on sait qu'un de nos confrères fait peut-être ce genre de choses, allez les voir, mais nous on n'est pas capable. Et ça, il ne faut pas non plus avoir peur de le faire. On n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Et c'est une autre démarche également vertueuse qui nous permet aujourd'hui, quand on développe un produit comme celui qu'on a développé en éco-conception, de pouvoir être entendu. Donc il y a l'automobile, le bâtiment, le packaging, également pour l'anecdote, pour ceux qui iront voir le site, les marionnettes de Canal+, puisque les marionnettes de Canal, pour vous détendre un peu, c'est 100% de colle. Donc on livre une espèce de mélasse qui est fabriquée par un garçon qui s'appelle Alain Duverne, qui a conçu les marionnettes de Canal+. Et donc quand vous voyez les marionnettes de Canal, vous penserez à moi. Vous direz que, tiens, il y a un type qui a présenté sa société et qui fabrique la colle des marionnettes de Canal, qui ont été d'ailleurs absorbées par Canal+ aujourd'hui. Donc Alain Duverne, il est toujours l'éco-concepteur de ça, mais puisqu'elles sont éco-conçues, ces marionnettes. Et on livre toujours la colle puisque c'est dans le cahier des charges. Alors, comment on est arrivé à développer ça? On a été contacté à plusieurs reprises par nos clients imprimeurs qui fabriquent le papier, enfin qui fabriquent des brochures, des prospectus pour la grande distribution. Alors ça peut concerner Carrefour, ça peut concerner Leclerc, ça peut concerner Prix Unique, Monoprix, n'importe qui. Tous les petits prospectus que vous avez quand vous allez dans les grandes surfaces et qui sont soit agrafés, soit collés. Alors, sur l'agrafage, même si ça permet d'avoir un papier recyclé, moi ma démarche elle est très simple, hein, c'est que les agrafes elles viennent de l'autre bout de la planète. Pour ceux qui ne le savent pas, et c'est vérifiable, on ne sait toujours pas aujourd'hui si des enfants travaillent sur ce domaine-là ou non. Bon, moi c'est clair, hein, je considère qu'aujourd'hui, une société qui est dans la responsabilité sociétale ne peut pas dire que l'agrafe est mieux que le collage. Ça c'est faux. Par contre, qu'on ait dit qu'à un moment donné, il y avait des progrès à faire sur le collage parce que ça pouvait avoir un impact ou ça pouvait gêner les papetiers quand les prospectus étaient recyclés et qu'il y avait des parties un petit peu collantes dans le papier qui pouvaient éventuellement gêner la fabrication des supports, ça je peux l'entendre. D'autant plus que, pour ceux qui me connaissent un peu, le nom de Barquille il est connu dans la profession des papetiers, puisque nous avons la plus vieille agence de France, que mon frère préside, qui a été créée par mon grand-père, et donc on aura 100 ans l'année prochaine. Donc la papeterie, on connaît, j'ai démarré mon métier là-dedans, j'ai appris à travailler dans une usine à papier dans le nord de l'Écosse, donc là aussi ça a été un énorme avantage quand on a créé Siloc, parce que je savais de quoi on parlait. Et quand on met une goutte de colle dans un support, et ben en fonction qu'il soit couché, non couché, recyclé, pas recyclé, je sais quel impact ça pouvait avoir. Donc ça permet également de pouvoir comprendre quelle est la mécanique de recyclage, d'où ça vient, et comment est-ce qu'on peut faire pour créer ça. Donc nous, on s'est intéressé à cette éco-contribution dont nos clients nous ont parlé, et cette éco-contribution nous a amené à aller dans l'éco-conception. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la colle au pli, c'est quand vous avez un prospectus, vous avez 1, 2 ou 3 feuillets, et c'est la colle qui est mise entre les supports pour les coller. Et donc quand vous les séparez, vous les séparez plus ou moins facilement, et ensuite il faut qu'ils soient recyclés. Donc on s'est rapproché de nos clients, puis on a rencontré Jean-François,
qui à l'époque dirigeait l'organisation qui s'appelait Ecofolio, qui ensuite s'est rapproché, enfin il travaillait pour eux, peu importe, de toute façon les titres ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas c'est lui qui était notre interlocuteur. Et ensuite ils ont été repris ils ont fusionné avec Eco-emballage et vous avez aujourd'hui Citeo. Mais nous on est arrivé à la première heure là-dedans. Et effectivement on ne savait pas où on allait. Mais on a dit quand même, on est prêt à jouer le jeu avec vous. On a été un peu aidé, mais c'est pas tellement ça. Et Jean-François le sait. L'aide financière, à la limite, c'est pas le sujet. Vous avez envie d'y aller ou vous n'avez pas envie d'y aller. Le fait qu'on vous donne un peu d'argent pour vous aider à faire du développement, à la limite, on a le CIR, c'est pas ça qui va changer notre vie. Donc ça nous a permis de bosser pendant quasiment 2 ans et pour sortir un produit contre vents et marées qui effectivement est totalement dispersable dans l'eau. Et j'insiste sur la différence entre recyclable et dispersable. Dispersable, vous mettez ça dans l'eau, ça disparaît, il n'y a plus rien. Et donc les papetiers aujourd'hui peuvent utiliser les produits qui sont collés avec notre référence sans avoir le moindre souci d'avoir des petites microparticules. Et moi je crois que là aussi, le message que j'envoie, c'est pas de savoir si il y a une éco-contribution à payer en disant bah, je m'en fous, j'achète pas la colle de Siloc ou d'un autre qui est éco-dispersable, je continue à acheter un produit qui est dispersable, qui n'est pas dispersable, c'est pas grave, je paierai mon éco-contribution. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est la filière sur laquelle on doit réfléchir. C'est pas de savoir si Siloc fait un bon produit, c'est de savoir comment est-ce qu'on contribue chacun à notre niveau en tant qu'industriel pour améliorer la filière complète. C'est ça le vrai sujet. Parce que c'est pas les 40 €, 50 €, je sais pas combien, à la tonne de papier recyclé qui va changer notre vie. Ça, c'est une démarche intellectuelle. Et c'est là où je pense que nous, dirigeants, responsables d'achat, responsables de conception, responsables qualité, on doit avoir vraiment cette notion-là. Je pense que c'est une démarche individuelle, c'est une démarche personnelle, à chacun au son niveau dans l'entreprise. Et quand vous allez chez Siloc, à chaque endroit dans la boîte, les gens ont ce même réflexe. Ils voient une pastille de colle, de matière première par terre, ils la ramassent. C'est comme un diamant. C'est-à-dire qu'on fait la chasse au gaspillage, on fait la chasse à l'amélioration continue, etc. Et ça, c'est une vraie volonté d'entreprise. Maintenant, c'est la nôtre, c'est pas forcément celle de tout le marché, mais mon envie, c'est pour ça que j'ai accepté d'intervenir, c'est pas tant que j'ai des coups de téléphone tous les matins, c'est plutôt de dire est-ce que ce message, j'arrive à le diffuser dans la salle. Donc j'ai parlé du développement du produit. Effectivement, le fait d'avoir un laboratoire et d'avoir 20% du personnel en R&D, ça aide. Parce que ça veut dire qu'on a une démarche où quand on appuie sur un bouton, on va avoir des gens qui vont bosser et qui vont réfléchir à ça. Et puis l'autre démarche que l'on a chez nous, qui est intéressante, c'est qu'on a un principe que j'ai baptisé le tabouret il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on met systématiquement 3, 5 ou 7 personnes autour d'une table. Alors à ceux qui me diront qu'un tabouret n'a pas 3 pieds, il en a 4, je leur répondrai un tabouret à 4 pieds, c'est une chaise qui n'a pas de dossier. Mais pour le reste, ça permet surtout d'avoir des gens qui sont de différents horizons. Donc on met quelqu'un du labo, quelqu'un de la production, quelqu'un des achats, ou quelqu'un du commerce, de la production et du développement. Et ça permet de faire circuler la parole et d'avoir des idées nouvelles, y compris de gens qui sont des profanes dans un domaine particulier. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à développer un tas de produits, que ce soit pour le collage au pli, puisque c'est la raison du jour, ou pour l'emballage. Parce que dans l'emballage, on a également développé des produits en colle thermofusible qui sont aujourd'hui quasiment à 80 ou 90% utilisés avec des produits naturels. Et ça, c'est pas non plus courant, parce que la majorité des matières premières pour les colles hot melt, c'est des produits dérivés des énergies fossiles. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Le marché des fournisseurs de matières premières pour les colles hot melt, c'est des produits dérivés des énergies fossiles. C'est comme ça. Il y en a quelques-uns. Nous, on développe aujourd'hui 1 ou 2 produits qui vont permettre encore d'augmenter la part de produits naturels dans nos colles, mais c'est une démarche qui est longue, fastidieuse et lourde. Mais on le fait quand même parce qu'on pense qu'à terme, c'est ça qui gagnera. L'école que l'on a développée, donc cette fameuse colle au pli, donc une colle dispersable, elle répond à 2 tests, qui sont le Ingele 12, que certains connaissent, qui est un test allemand, et puis il y a un autre qui est un test de dispersabilité que l'on fait au CTP, en l'occurrence. Avec qui on a des relations depuis des années, là aussi, y compris en ouvrant notre laboratoire. On a aidé le CTP dans les Hauts-de-France,
les équipes du CTP sont venues, on leur a rien demandé, on leur a pas demandé d'argent, on leur a pas demandé, on leur a pas envoyé de facture. Ils sont venus utiliser le laboratoire pour faire en sorte de pouvoir comprendre comment fonctionnaient certaines choses, et on leur a mis à disposition notre matériel de test. Là aussi, ça fait partie d'une démarche que certains industriels de la région des Hauts-de-France connaissent, comme Stéphane, où on a un côté partage, où on pense que partager notre expérience, ça peut aussi apporter à l'industrie dans son ensemble, même si on est dans un métier qui n'a rien à voir l'un et l'autre. Mais le fait de venir chez les uns et chez les autres et de comprendre comment on développe les choses, comment on les conçoit et comment on les fait, ça nous aide également. Ce test-là, il a un coût, hein, mais c'est comme n'importe quel test. En fonction de ce que l'on fait et en fonction de ce que l'on recherche, en l'occurrence dans le testing guidé, il y a un produit qui permet de reconstituer les étapes sur les papiers, enfin sur 1 kilo de papier collé. Et puis l'autre, on a fait tester au CTP notre colle pure et dure pour savoir comment est-ce que la colle pouvait être passer ce fameux test de dispersabilité. Donc aujourd'hui, on est clair, on l'a fait à différentes reprises, on l'a contrefait pour vérifier qu'il n'y avait pas de difficulté de consistency, de stabilité à la production, et on a aujourd'hui vraiment un produit qui n'existe pas sur la place. Maintenant, la question, c'est comme on est seul à le faire, et c'est là aussi où j'attire votre attention sur le risque qui est très faible, hein, c'est que ce qui compte, c'est la formulation du produit. C'est pas de savoir s'il est fabriqué dans le mélangeur de Siloc ou dans le mélangeur d'un fabricant d'encre ou de je sais pas quoi. C'est pas le sujet. Il faut un mélangeur, comme un mixeur de la maison quand on fait une mayonnaise ou quand on fait une soupe. Et donc on pourrait à la limite fabriquer la colle n'importe où. Y compris chez certains de nos clients, si demain vous décidez, pour certains imprimeurs, de fabriquer vous-même votre colle. Ce qui compte, c'est la formule. La formule, elle est à nous. Donc il n'y a pas de difficulté. Demain, je ne sais pas, on a 7-8 mélangeurs différents. Ça serait bien le diable si les 8 tombent en panne en même temps. Mais si toutefois, pour X raison, l'usine n'était pas là, ben, on a quand même des accords avec d'autres producteurs qui pourraient du jour au lendemain fabriquer nos colles. Donc il n'y a pas de risque de pénurie ou de tomber en rade parce que c'est un fournisseur. Vous avez un nom, mais vous n'avez pas qu'un producteur qui peut le faire. N'importe qui pourrait le faire. Après, c'est une question d'argent, c'est une question des moyens qu'on va mettre en place pour pouvoir livrer nos clients. Donc on a bien ces deux certificats et aujourd'hui on est déjà parti sur notre éco-conception sans avoir spécialement discuté avec Jean-François pour les produits d'emballage et on va même plus loin, on est en train de développer et c'est pas forcément un secret, on a passé un accord avec le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui est venu nous voir en demandant si ils avaient entendu parler de nos colles que l'on fabriquait pour les passeports. Donc vous voyez, on a une démarche qui est assez large. Hein. On a développé un produit qui fait que les passeports sont non falsifiables. Donc cette colle, enfin vos passeports, le passeport que vous avez dans la poche, ces passeports sont fabriqués avec une colle de chez nous et il n'y en a pas d'autre, c'est celle-là. Donc effectivement, l'imprimerie nationale n'est pas très loin de chez nous, c'est plus pratique peut-être pour faire du développement, et on est en train d'aller sur les produits de sécurité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est tracer la colle pour certaines applications, notamment dans le domaine du luxe, et de faire en sorte que vous puissiez, à un moment donné, vous dire, avec un téléphone portable et la lumière du téléphone portable, ce produit, c'est un vrai ou c'est un faux. Donc nous, on est parti là-dedans. Et on va également lancer un projet important avec le CNRS. Donc ça, c'est que la démarche d'un industriel, c'est la démarche d'un homme et c'est la démarche d'une équipe. C'est rien d'autre. Hein. C'est parce que mon livre de chevet, c'est Le Petit Prince, et que je considère qu'il faut rester un enfant tout le temps. Il faut rester rêveur, quoi. Il faut avoir envie de faire des choses qui n'existent pas. Il faut avoir envie de voir le monde avec un ciel bleu en permanence. Voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Même quand on a des trous d'air, et on en a eu comme n'importe quel industriel. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Je serai ravi de répondre à toutes les questions que vous voulez, sans tabou. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Effectivement, faire circuler le micro pour les personnes qui voudront poser des questions. Petit complément sur le contexte. Dans l'éco-contribution et l'éco-modulation de Citeo, c'est-à-dire que les metteurs en marché de papier s'acquittent d'une éco-contribution à Citeo, on la module en fonction de la recyclabilité. Et nous avons un malus sur la présence des colles et de colles perturbatrices du recyclage. Et c'est le principal malus qui est appliqué, c'est-à-dire que
montant financier acquitté par nos metteurs en marché sur les co-modulations, la partie la plus importante porte sur les cols et notamment sur les imprimés publicitaires, ce fameux collage au pli. Donc le développement de ce type de solution vous permettra, vous metteurs en marché qui êtes concernés notamment par le collage au pli, de pouvoir échapper à l'application de ce malus. C'est vrai, j'ai juste oublié ce petit détail. Pourquoi je ne suis pas obsédé pour vendre le produit? Bonjour. Moi j'avais une petite question. Alors on travaille, tous les gens qui travaillent sur toute typologie d'emballage travaillent beaucoup en ce moment sur la problématique de la recyclabilité des plastiques. Quand vous prenez la parole, vous pouvez juste vous présenter, ça va? Pardon, excusez-moi, Marie Guilleton, Enseigne. Donc on travaille beaucoup oui, sur la recyclabilité forcément des plastiques et il y a notamment par exemple des problématiques sur la séparabilité de barquettes monomatériaux, de films complexes et autres. Est-ce que ça peut faire partie des choses sur lesquelles vous travaillez en termes justement d'adhésifs? Est-ce que ça fait partie de votre champ d'action? Alors on travaille là-dessus, on travaille sur les produits qui sont micro-ondables, on travaille sur la séparation des supports, on travaille sur tout ça oui, depuis déjà des années et en particulier dans l'emballage. Merci. Juste pour savoir, aujourd'hui, quelle proportion des imprimés utilisent vos cols et est-ce que le malus permet de compenser le surcoût de vos cols par rapport aux cols classiques? Alors si votre question c'est combien d'imprimeurs ont décidé d'acheter la colle Siloc pour faire du collage au pli, ils sont peu nombreux, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui le font ne veulent plus revenir en arrière. Maintenant, après, c'est... je vais être très politiquement correct, il faut accepter de regarder autre chose que le prix de la colle. Et sur le montant du malus, nous avons un malus qui est à 5% de l'éco-contribution. Donc on a une éco-contribution qui est à 64 € la tonne. Et s'il y a présence d'une colle perturbatrice, il y a 5% de plus de ces 64 € la tonne qui sont appliqués. Alors après, je ne connais pas les surcoûts ou pas du produit. C'est pas le sujet. Encore une fois, je vais mettre les pieds dans le plat. Quand vous achetez quelque chose, vous avez tous un téléphone portable, vous achetez une solution, je veux dire, payer 1 000 € un téléphone portable aujourd'hui, c'est un non-sens. C'est pas ça que vous achetez. Alors une petite partie de la population va acheter un iPhone parce que ça les amuse, parce qu'il y a les joujoux, les machins. Ok, c'est un caprice. Mais tous les gens qui sont dans les entreprises, qui ont acheté l'environnement Apple par exemple, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté un environnement unique. Ils ont acheté une solution, ils ont acheté un moyen d'avancer de manière plus pratique et de ne pas perdre de temps. Nous, quand on essaye de discuter avec nos clients, y compris dans l'emballage, on travaille par exemple avec des gens qui fabriquent des produits mass market, par exemple dans le poulet industriel. Le poulet industriel, quand vous vendez une colle hot melt qui coûte 30 ou 40% plus que le produit qu'ils achetaient au préalable et que vous faites gagner de l'argent à vos clients, là il faut réfléchir qu'est-ce que la colle leur a apporté. Parce que ces gens, ils ne sont pas fous. Ça se joue au centime près quand ils vendent quelque chose, à l'export en particulier. Donc s'ils ont décidé il y a quelques années, pour des questions effectivement de rupture de production, ils se sont retrouvés en rade parce qu'il n'y a plus personne qui pouvait les livrer. Et nous on est arrivé avec une solution. Et on leur a dit, l'argent que vous pensez avoir dépensé en plus, on va vous le faire gagner derrière, voire plus. Et donc c'est un partenariat entre un client et nous. Donc nous, on a plutôt une approche de coût global. Moi j'ai pas intérêt à vendre un produit cher, Siloc n'a pas intérêt à vendre un produit surdimensionné, on a juste intérêt à payer notre recherche et notre développement. C'est ça notre obsession. On n'est pas là pour faire une valeur ajoutée de dingue. De toute façon, si vous regardez les comptes de la société, c'est très simple. On n'est pas déficitaire du tout. On avance, mais on avance avec raison. Parce qu'on veut durer 25, 30, 40, 50 ans. Donc il faut avancer progressivement et régulièrement. Donc aujourd'hui, le surcoût de la colle, il est négligeable par rapport à ce que ça peut apporter derrière, et notamment le fait de ne pas payer l'éco-conception. Après, c'est une étude propre à chacun. Il faut savoir ce que vos clients finaux ont envie de faire, et s'ils ont cette démarche. S'ils disent aujourd'hui, je préfère payer le malus plutôt que d'acheter un produit meilleur, parce que ça me dérange d'avoir un produit linéaire dans toute ma fabrication de colle au pli, parce que finalement, le prospectus dans le colle au pli, c'est un petit morceau de mon histoire, je peux l'entendre. Mais on peut aussi travailler avec eux sur une approche générale de ce qu'ils ont comme besoin.
Et à ce moment-là, on va avoir un raisonnement, pour le coup, effet miroir, on va se mettre à la place de notre client, à la place de leur manière de fabriquer, et on leur amènera avec notre vision profane et totalement naïve, peut-être des solutions auxquelles ils n'ont pas pensé. Donc aujourd'hui, pour être très 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 honnête, il y a peu d'utilisateurs de notre produit sur le marché. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et plus à l'export, à la limite. Pour reprendre un terme que vous venez d'utiliser, je vais vous poser une question profane. Donc si je comprends bien, dans un dos carré-collé ou une colle au pli, la caractéristique de vos colles, c'est qu'il y a, pour reprendre votre terme, une dispersion du filet de colle. Mais j'ai une question qui vient derrière, ça devient quoi? C'est une dispersion dans l'eau, je comprends, je le visualise, mais c'est toujours pareil, c'est comme, il y a tout un tas de questions aujourd'hui, les encres UV, les ROHS, tout ça. Ok, ces petits trucs-là, ils deviennent quoi et qu'est-ce qui me garantit qu'ils ne sont pas toxiques quelque part au final? Alors, d'abord, pour commencer, et après, je pense que c'est plus une question sur comment le CTP a fait son test et qu'est-ce que eux considèrent comme dispersable. Nous, on sait ce que c'est parce qu'on sait comment il est conçu. La première précision, le dos carré collé, ça n'est pas collé avec de la colle liquide, enfin de la colle base aqueuse. Ce sont des colles hot melt. Donc, les colles hot melt, elles ne sont pas dispersables dans l'eau. Ça n'existe pas. C'est du caoutchouc, c'est des résines de bois, ça ne se disperse pas dans l'eau. Ça s'isole facilement, ça c'est parfait. Vous l'isolez, vous le traitez à part. Et à la limite, nous, ce sur quoi on est en train de bosser aujourd'hui, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on ne peut pas récupérer toute cette matière quelque part, en faire un compost, revenu chez nous, et réfléchir chez Siloc, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Et là, effectivement, on rentrera dans une démarche de recyclage total de la colle thermofusible. On en est très loin, et pas de notre fait. C'est parce que quand les gens aujourd'hui balancent un livre, normalement ça ne se jette pas un bouquin, mais bon, il y en a qui le font, ou certains catalogues, ou des choses comme ça, eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas où ça va. Ça va dans le panier, dans la benne jaune de recyclage de la ménagère, enfin de l'utilisation de notre maison, ou alors ça va, c'est broyé en masse par les imprimeurs ou les éditeurs quand les produits vont au pilon. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là. Là, ça sera un stade au-dessus. À mon avis, on est loin d'être là. Pour revenir sur la colle au pli pure, elle est dispersable. Ça veut dire que première fonction de la colle par rapport à ce qu'on nous a demandé, c'est que quand un papetier a du papier recyclé ou recycle du papier pour en faire de la pâte recyclée, il ne faut pas qu'il soit perturbé dans son process de recyclage. Ça, c'était la fonction qu'on nous a demandé, ça s'est fait. Après, sur la quantité de dispersabilité ou quelle est la partie de nanoparticules qui reste, je ne peux pas répondre. Alors, je vais apporter quelques compléments et puis on passera après aux interventions suivantes. Donc, effectivement, le collage, le dos carré collé, qu'on trouve sur les annuaires, les livres, ce sont des colles non perturbatrices du recyclage. Vous avez d'autres problématiques non perturbatrices du recyclage parce qu'on les enlève facilement au même stade tout à l'heure que le pelliculage PE, c'est-à-dire dans les classeurs au moment du pulpage. Donc ça, ces colles-là, qui resteront en bandeau complet, seront évacuées avec ces déchets et valorisées énergétiquement. Pour les colles dispersables, ou en tout cas les colles qui se fragmentent un petit peu plus, la problématique, c'est que ça génère des points de colle. Il y a des points collants qui restent dans la pâte et qui vont venir perturber et la qualité et même le fonctionnement de la papeterie. Donc c'est pour ça que pendant longtemps on disait les bonnes colles vis-à-vis du recyclage, c'est celles qu'on enlève très facilement, dites classables, celles qui partent avec les bandeaux de colle de collage, enfin d'eau carré collé. Et on s'est interrogé, est-ce que finalement certaines colles qui se dispersent, qui ne génèrent pas forcément de micro-stickies, ces particules collantes, est-ce que certaines ne perturbent pas le recyclage, c'est-à-dire que n'ont pas d'impact sur la qualité du papier recyclé, n'ont pas d'impact sur le process de recyclage et n'ont pas d'impact également sur les autres process, puisqu'on a analysé tout ça. Donc on a élaboré avec le CTP un protocole qui regarde la capacité de cette colle qui se redisperse, qui se dissout, on va dire, dans l'autre process. Est-ce qu'elle peut régénérer derrière par différents procédés chimiques des particules collantes, oui ou non. Donc ça, on élimine par ce test celles qui régénèrent des particules collantes. Mais après, on regarde également la matière organique que ça apporte ou dans l'autre process et la complexité de traitement de l'autre process. Et là aussi, il y a des critères qui sont pris en compte dans ce test. Et les colles qui seraient totalement dispersables mais qui génèrent des grosses problématiques sur le traitement de l'autre process ou des problématiques environnementales sont disqualifiées par ce test.
Donc c'est bien ce test qui vient en complément du testing GD12 vise bien à anticiper l'ensemble des impacts potentiels de ces cols pour orienter évidemment les choix des concepteurs, les choix des imprimeurs vers des cols non perturbatrices du recyclage et sans transfert non plus d'une problématique du recyclage vers autre chose. Voilà. Si vous avez une autre... Oui, je travaille donc dans l'industrie du packaging à partir de matières premières récupérées et recyclées. Et j'aurais aimé avoir votre... Quelle société? Saika. Voilà. Donc j'aurais aimé avoir votre réflexion sur la problématique des huiles minérales. Je pense que vous êtes bien informé de cette situation. Sur le plan du recyclage, il n'y a pas de véritable procédé pour les extraire de la matière, de la pâte. Ensuite, les traitements complémentaires qu'on pourrait faire pour limiter la migration sont des traitements qui sont coûteux et qui rendent difficile après l'accès au marché, parce que le surcoût est tel que finalement l'acheteur du papier préférerait acheter des fibres vierges que d'acheter de la matière recyclée. Donc la question est celle de savoir par rapport à la formulation des collots de melt, dont une partie est la source d'intrants d'huile minérale dans les matières recyclées, c'est de savoir aujourd'hui par rapport à cette problématique comment vous voyez les choses, quelles seraient vos recommandations. Alors là, oui, déjà je connais bien le sujet puisque j'ai présidé la Fédération européenne pendant 4 ans, je suis encore membre du conseil d'administration et effectivement c'est un sujet, mais c'est un sujet qui est, on va dire, un peu touchy comme disent les Anglais parce que on touche en fait à la majorité des producteurs et on touche en fait aux fabricants de matières premières qui sont principalement des pétroliers. Il faut bien comprendre que le marché de la chimie il est tenu par les pétroliers. Donc, quand on a dit, par exemple, pour Rich, à l'époque, était la première pierre mise dans le jardin de l'éthique de la production, tous les producteurs y étaient, sauf les pétroliers. C'est assez drôle. Donc, on a dit, ben non, le pétrole, c'est pas Rich. Ah bon, c'est pas Rich, je comprends pas pourquoi à ce moment-là on va mettre Arkema, on va mettre tous les autres. Bon, ça c'est une anecdote. Pour parler plus clairement, le problème de la migration a toujours été un sujet. Nous on a bossé là-dessus il y a très longtemps, en 96 ou 97. Siloc s'était emparé de ce sujet en disant différemment, quand vous achetez un paquet de cornflakes, il y a une sâche, c'est vrai, mais on avait réfléchi sur le risque d'avoir des pastilles de colle mise à l'intérieur d'une boîte et pas dans le sachet, mais quand le gamin quand nos enfants prennent leur paquet de cornflakes, eh ben ils renversent le bazar et ils vont pas imaginer qu'il y a un pastis de colle qui va être à l'intérieur de la boîte. Donc nous on avait dit on va déjà commencer par changer le principe de ça pour éviter ce type de contamination. Ça c'est la première pierre. Après, on est parti sur la manière de dire est-ce qu'on peut pas mettre des produits naturels dans les cols thermofusibles. Aujourd'hui, le problème de la migration et le problème des huiles minérales, c'est un vrai et un faux sujet. C'est un vrai sujet parce qu'il faut s'y intéresser. D'accord ? Mais comme la France est toujours en avant-garde là-dessus, on veut laver plus blanc que blanc, on pose des questions, on veut apporter des réponses, on va mettre des réglementations et on n'a pas la possibilité de modifier ça. Si du jour au lendemain, on décide de passer tout en biosourcé ou tout en produit naturel sur les cols Hotmail, c'est impossible. C'est juste impossible. Il n'y a pas de solution là-dessus aujourd'hui. Que l'on attire l'attention des utilisateurs pour modifier le type de colle Hotmail qu'ils utilisent et de trouver ce qu'on a fait chez Doux par exemple pour le groupe Galliance, c'est de réduire la quantité au maximum et de réfléchir comme pour Superglue. C'est-à-dire que le Superglue, ça ne vous gêne pas d'acheter de la colle à 2000 € du kilo parce que vous savez qu'en mettant une goutte, vous allez coller votre support. Et ben nous, on a eu le même raisonnement avec les colles Hotmelt. Et donc on a réduit la taille des buses à 0,25 maintenant, ou 0,20 même, et on a un produit qui est plus fluide, avec une basse viscosité, avec une basse température d'utilisation, et donc on dépose un film de colle sur nos cartons. Et c'est là-dessus, c'est par là qu'on ira sur la non-migration des colles. Mais imaginez qu'on peut livrer un produit en disant « il n'y aura pas d'huile minérale dans le produit aujourd'hui », c'est faux. C'est un non-sens. Là encore, c'est les ingénieurs qui ont fait le boulot, et je ne critique pas, mais c'est une réalité. On a mis des bas, on a mis des niveaux de limite d'utilisation, c'est pas par là qu'on passera. Qu'après, on essaye d'évoluer sur des nouveaux produits, ça j'entends.
Mais pour ça, il faut travailler ensemble. Il ne faut pas balancer un truc en disant voilà, à partir de demain matin, les huiles minérales, c'est interdit. Bien sûr que c'est un risque, bien sûr que c'est cancérigène, mais c'est exactement comme quand vous achetez un meuble chez Conforama, il y a ce qu'on appelle ils sont fabriqués avec de la colle à l'intérieur, qui sont des colles uréformol, okay, avec du formaldéhyde, merci. Le formaldéhyde, c'est un produit naturel. Vous prenez une pomme, vous la frottez contre vous, il y aura du formaldéhyde qui va se dégager, c'est comme ça. Par contre, si la quantité de formaldéhyde est très élevée, là vous avez un risque. Mais quand elle est emprisonnée dans le panneau de particules de colle, vous avez zéro risque. C'est ça le truc, c'est qu'on mélange tout. Et c'est là où c'est dangereux. Donc moi je ne suis pas là pour défendre une industrie, je suis là pour réfléchir sur ça veut dire quoi. Sinon bah, vous ne sortez pas dans la rue parce que le pot d'échappement va vous tuer, enfin vous ne faites plus rien quoi. C'est pas ça le raisonnement. Voilà, merci beaucoup. Et désolé d'avoir été un peu long Jean-François, mais c'est bien de répondre clairement aux questions. Dernier point, ceux qui veulent me joindre, je suis facilement accessible pour des questions techniques. Mon adresse mail c'est jmbarki avec un i @siloc.fr, SEALOCK. Et si vous voulez me joindre par téléphone, c'est simple aussi, c'est 06 77 12 14 92. J'ai aucun problème là-dessus, j'ai toujours répondu, et c'est pas une démarche commerciale, c'est une démarche technique. Moi, ce que je veux, c'est que la filière progresse. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc.